m'appelle Bochra Manahi. Je suis née en Tunisie, d'un papa tunisien et d'une maman d'origine algérienne. Et je suis une Montréalaise depuis 12 hivers. On a dû fuir la Tunisie pour des raisons politiques. On s'était envolé grâce au seul avion pour l'Autriche, mais qui faisait une escale à Paris. On n'avait pas besoin de visa pour s'envoler pour Vienne, et donc on a pu descendre à Paris, à l'aéroport, et donc ma mère, qui lidait un peu toute cette grosse famille, a débarqué à l'aéroport et a demandé l'asile politique. C'est comme ça que j'arrive en France, France que je quitte 16 ans plus tard pour le Québec. La route de l'Eldorado. Récits d'exilés qui ont quitté leur pays, vécu en France et choisi le Canada. Une série documentaire de Halima El-Khattabi, réalisée par Charlie Marcelet. Musique originale de Samuel Hirsch. Une coproduction Arte Radio et Radio-Canada Audio. Premier épisode, à la recherche de la terre promise. Je m'appelle Renata et je suis brésilienne. J'ai toujours rêvé de partir en France et de parler le français quotidiennement. Alors, je suis partie pour faire mes études universitaires. C'était un grand rêve. Au Brésil, c'est très cher, les études universitaires, et très peu accessible. Alors, j'ai quitté le Brésil quand j'avais 23 ans. J'avais vraiment une passion par la langue française et par la culture française. J'y suis partie vraiment toute seule, sans avoir l'aide de personne. En fait, j'ai épargné de l'argent et donc j'ai postulé pour l'université à Lyon et j'ai été acceptée. J'ai étudié 2 ans l'anthropologie. J'étais vraiment passionnée par cette discipline. Il y avait un rapport très, très formel avec les enseignants, les professeurs. Et je me souviens, une fois, j'ai été voir un prof parce que j'avais un doute sur une matière. Et je me suis approchée de lui. Et lui, il a fait un pas en arrière. Et puis là, je me suis rapprochée de lui. Il a refait un pas en arrière. Et c'était intéressant parce qu'après, avec ce même professeur, j'ai étudié de la proxémique, qui est l'étude des rapports physiques entre les cultures. Donc, c'était vraiment pour moi un choc culturel à ce moment-là de me dire « Ah, il est en train de s'éloigner parce que je me rapproche ». Par rapport à la culture brésilienne, par exemple, nous, on est très, très proches, très affectueux. Puis, la formalité, pour nous, elle n'existe pas trop. Les Brésiliens sont normalement des personnes très accueillantes. Les Français aussi, ils peuvent l'être, mais d'une façon très, en fait, plus formelle, plus procédurale, où il y a un aspect de protocole qui est plus présent. L'administration, la bureaucratie commence au jour 1, en fait. Il y a des choses comme ça qui nous restent en mémoire, mais je me rappelle du nom de la dame qui s'occupait de notre dossier, puis c'était Madame Chifaudel. Fait que Madame Chifaudel, pour moi, elle représente l'appui aux réfugiés en France. Et donc, c'est elle, par exemple, qui avait appuyé notre demande de logement, donc à Savigny-sur-Orge. Puis c'est comme ça qu'on a eu un appartement plus grand, puis avoir une stabilité un peu plus importante. Je me suis battu pour me loger parce que j'ai subi de la discrimination à plusieurs reprises. Par exemple, je faisais passer une amie pour faire les visites et dès que j'arrivais, ah mais finalement non, le propriétaire il va louer à sa fille. Finalement il ne loue plus. Je m'appelle Sam Lezouzoua, je suis d'origine ivoirienne et française et je suis maintenant au Canada. Mon père est ivoirien, ma mère est française. Et je suis né en France
Après ma naissance, quelques mois après, on s'est installé en Côte d'Ivoire. Et puis là, j'ai vécu ma jeune enfance en Côte d'Ivoire. Et à l'âge de 10 ans, on est venu en France pour continuer les études. Et on devait partir parce que ça devenait un peu tendu en Côte d'Ivoire. Donc on est venu en France. Et j'ai fait mon primaire, mon collège, mon lycée, toute ma scolarité. J'avais un très fort accent. J'avais un accent africain. Et en arrivant en France, j'ai subi des moqueries. Et la richesse de mon père et de ma mère, c'est d'avoir cette culture, cette diversité de culture. Et ils m'ont dit, c'est au contraire, c'est une richesse. Et c'est un avantage que tu as par rapport à ceux qui n'ont aucune culture. Mais c'est pas évident quand on est petit. Tu comprends pas en fait. Moi quand j'étais en Afrique, dans mon école il y avait des blancs, des noirs, des arabes. On vivait, tout le monde était ensemble. C'était vraiment un choc en fait pour moi. Quand on vit en Afrique, l'Europe, en tout cas la France, pour moi était... Ah, la France c'est la mode, les nouvelles baskets, tout ce qui est moderne en fait. Donc c'était un peu le paradis la France. Donc à chaque fois qu'on partait en vacances en France, c'était paradis, j'étais émerveillé. Puis après, quand on est venu habiter ici, en France, j'étais content, mais bizarrement, j'étais triste, j'étais déchiré d'avoir quitté l'Afrique. J'ai eu beaucoup de mal, moi, à m'adapter en France, parce que j'avais un manque, j'étais pas à l'aise, je me sentais pas chez moi. Et j'ai vite compris que j'étais différent. Je vivais pas tant l'espèce d'ambivalence que pouvaient vivre certains de mes compatriotes parce que nous, on n'avait pas le droit de retourner en Tunisie. Et donc, vu qu'on était réfugiés, on ne pouvait pas aller passer les étés là-bas. Donc moi, j'ai vécu exilée. C'est-à-dire, on ne pouvait pas... télévoyages, on ne les faisait pas au bled. Donc moi, je n'ai pas connu l'espèce d'illégitimité qui se développe en toi quand tu retournes au bled, que tu n'es pas de là-bas, que tu rentres en France, que tu n'es pas d'ici. Mais en même temps, je sentais bien qu'il y avait une partie de ma vie qui n'existait pas. Une part d'invisible ou une part de soi dont on ne peut parler, en fait. Mais qui n'est pas une petite part de soi. Mais moi, je suis un pur produit de cette espèce d'esprit qui dit... en fait, c'est par l'école qu'on peut s'intégrer. Et c'est vrai. Je crois, malgré toutes les difficultés, malgré la rupture, que je ne vis plus comme une rupture aujourd'hui, j'estime que je suis un produit légitime aujourd'hui. Je me suis considérée longtemps comme illégitime, mais aujourd'hui, j'estime que je suis un produit légitime de la République. À l'université, à chaque fois, c'était non. C'était toujours une bataille. Donc, tout ce qu'on demande, c'est non. Et après, on peut négocier. Mais d'abord, il faut s'attendre qu'on ne va pas l'avoir tout de suite. Pour les Français, dire non, c'est une manière de rentrer en relation. Et par l'opposition même, parce que quand on voit à table des Français et des Canadiens montréalais ou des Québécois parler, on peut toujours s'attendre à ce que ce soit les Français qui sont en train de parler. Et même s'ils sont d'accord avec l'autre, ils vont essayer de dire le contraire juste pour pouvoir continuer la discussion et de débattre encore. Des fois, ça peut être très confrontant, mais il faut comprendre que derrière ça, c'est la culture. Elle fonctionne comme ça. J'ai un peu refoulé mon identité, ma nationalité, surtout que je suis un peu typée plutôt italienne, espagnole, voire algérienne. Donc les gens, quand ils me demandaient d'où je venais, je faisais un tour. Je disais vous venez de l'Algérie? Oui, c'est ça. Vous venez de l'Espagne? Oui, c'est ça. Donc j'essayais de ne pas trop dévoiler ma nationalité parce que à chaque fois que je disais je suis brésilienne, il y avait un regard un peu insinueux qui laissait comprendre que les femmes brésiliennes, c'est quelque chose. Surtout les hommes s'approchaient de moi avec un certain regard sur ce que c'est une femme brésilienne. Ça m'agaçait quand même beaucoup.
Et puis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand je suis parti avec des amis en soirée. On est parti boire un petit verre, puis on allait dans un club. Et là, tout le monde est rentré. Et il m'a dit, toi, tu rentres pas. Et j'ai dit, mais pourquoi je rentre pas? Il m'a dit, non, toi, tu rentres pas. Donc mes amis sont sortis. Donc quelque part, j'ai gâché la soirée de mes amis, même s'ils disent non, mais j'étais le point qui a fait que on n'a pas pu passer une soirée agréable. Donc j'ai dit, écoutez, c'est pas grave, moi je rentre chez moi. Et puis à ce moment-là, j'ai dit, je pars d'ici. Et j'ai dit, je pars sur le Canada. C'est un endroit que j'ai toujours voulu visiter. J'avais aussi des préjugés sur le Canada. Je disais, il fait trop froid, les trucs. Mais après, je me suis dit, je vais me documenter. J'ai été voir sur Internet. Le même soir, hein, jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, j'ai regardé le Canada, ce que c'était. J'ai lu l'histoire du Canada. Et le truc qui m'a touché, c'est un humoriste, Boukhar Diouf. C'est un concours de vidéos. C'était en 2011-2012. Il présentait une émission à cette époque-là. Et j'ai vu cette personne qui me ressemblait, qui naviguait avec une élégance entre le Canada, l'Afrique. Il s'exprime bien, il parle bien, il joue avec les mots. Et j'ai retrouvé le conteur africain. Mais on parle beaucoup de l'adaptation, mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que l'adaptation, c'est un terme de la biologie évolutive. Et l'adaptation, ça amène une espèce à exploiter son environnement de façon optimale. Quand l'espèce se sent bien dans son environnement et qu'il aime ça, là, on dit qu'il est adapté, mais ça prend des millions d'années. Alors des fois, quand j'entends les gens dire les immigrants y arrivent ici, ils n'ont qu'à s'adapter, même le Québécois pur laine n'est pas encore adapté au Québec vraiment. À entendre juste mes voisins chialer contre l'hiver, là, tu comprends qu'il reste encore du travail à faire. Et j'ai dit, c'est possible. C'est possible que quelqu'un qui me ressemble peut s'épanouir. En plus, il est à la télévision. J'ai pas vu de noir comme Boukhar Diouf en France. Il y en a maintenant, mais à cette époque-là, je ne voyais pas. J'ai dit, c'est bon. Je pars au Canada. Et il y a une phrase qu'il a dite qui m'a touché. L'intégration, il faut prendre des autres d'abord et donner un peu de soi après. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que quand on arrive dans un pays, c'est pas s'effacer. Surtout pas s'effacer. Parce qu'on arrive avec un bagage historique, culturel, qui apporte une plus-value au pays. Mais avoir une ouverture d'esprit et écouter l'autre et prendre ce qu'il y a de l'autre. Et à ce moment-là, tu peux donner un peu de toi. Un peu. Et ça, j'ai dit, ça m'a parlé. C'est ce que j'ai compris. J'ai dit, allez, c'est bon. Je suis parti 2 jours après. Donc c'est ça, je vis en France une vie ambivalente, mais sans tout à fait la reconnaître. Et donc quand j'arrive à Montréal, la possibilité c'est de passer 1 année ici pour étudier. Et je découvre surtout une société où je peux me dire française. Ça a été un de mes premiers chocs au Québec. Ça a été que je peux me dire française, mais aussi arabe. Et je peux aussi me définir dans une multiplicité en fait. Et donc, c'est comme ça que je vois Montréal et je rentre en France. Et je me rappelle que mon souvenir, c'est... Je suis place de la République. On est en 2004 et la loi interdisant le port du foulard à l'école et donc de tout signe dit ostentatoire à l'école venait de passer. Et donc, je suis avec des milliers de personnes place de la République et je me rappelle me dire... Ouais, c'est probablement pas moi qui vais changer quoi que ce soit. Fait que peut-être que je devrais choisir une société qui a l'air un petit peu plus ouverte. Le milieu du travail en France, pour une personne étrangère, je pense que c'est très difficile d'accéder. À chaque année que j'allais renouveler ma carte de séjour, je voyais des files, des kilomètres de files de gens qui attendaient pour renouveler leur carte de séjour. Et c'était des personnes souvent dans des conditions très précaires. Et là, je me disais, est-ce que je veux être dans cette condition-là? Moi, je travaille, je suis quand même quelqu'un qui résonne. Je me suis dit, le milieu des arts et de la culture, c'est précaire partout dans le monde, même en France, même s'il y a beaucoup de subventions.
mais ces emplois-là sont réservés aux Français. Et donc, pour une étrangère ou un étranger, accéder à un travail, un emploi comme ça, c'est très, très difficile. Alors, je ne voulais pas ça, donc je suis partie majoritairement à cause de ça. Je suis arrivé en hiver, au mois de mars. Je suis arrivé à la Française, je suis monté dans le bus devant tout le monde. Il faut faire la queue, tout ça. Et même là, j'ai fait waouh! Ça existe un pays comme ça? On fait la queue pour rentrer même quand il fait froid. Donc les gens m'ont dit non, monsieur, il faut faire la queue. Et donc je fais la queue, je fais ok. Donc je monte tout ça. Et j'avais 4 jours pour conclure mon emploi. Et je vais à la boutique. Mais donc je suis arrivé à la boutique, qui est sur Saint-Denis, boutique Courir. Et je t'habille en costard, tout. Comment t'es un peu pour un poste de vendeur, hein. Donc j'arrive avec mon CV, bien propre, tout. Et je dis bonjour monsieur Gillard. Oui monsieur, c'est moi que vous avez eu il y a 2 jours au téléphone. Il y a 2 jours au téléphone, mais oui, c'est moi qui les appelais de France. Il y a 2 jours. Et je viens de savoir si le poste est toujours disponible. Et il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a dit mais c'est vous qui m'appelez il y a 2 jours en France? Je dis ouais, c'est moi. Donc je vois qu'il était pris dépourvu, choqué en même temps. Il m'a dit écoutez, je peux vous donner une entrevue samedi. Et moi je partais dimanche. Ok, donc c'est fini l'entrevue. Je repars en France. J'arrive dans la soirée en France. Donc le lendemain, je sors, je suis dans mon appartement, j'ai tout vendu. J'ai dit si ça marche pas. À 4h du matin, vu qu'il y a des décalage horaire, mon téléphone sonne. Donc je reçois un courriel. Boutique Courir. Bonjour monsieur Zozoir. On vous embauche pour le poste de vendeur département. Ça. J'ai crié, j'ai fait oh. J'étais choqué. J'ai dit, il m'a dit dites-nous dès que vous pouvez venir et puis on travaille. En 2 mois, j'ai réussi à avoir mon visa de travail. Puis après, j'ai travaillé pendant plus de 2 ans avec eux pour comprendre un peu la culture québécoise, sentir un peu Montréal. Et l'énergie, la culture, comment ils travaillent. C'était pas évident au début, de travailler avec les Québécois parce qu'on n'a pas on parle la même langue, mais c'est pas la même culture, c'est pas la même du tout. C'est autre chose. Le Canada m'est venu dans l'esprit parce que dans mon parcours, j'avais beaucoup écouté Céline Dion et que Céline Dion était quand même ma muse qui m'avait appris le français. Dans les tout débuts de mon apprentissage du français, je trouvais que c'était comme d'un peu de revenir dans cette passion de la langue parce que, il faut le dire, là, j'étais très fatiguée de la France, de cette fermeture-là. Donc, je voulais un peu m'évader puis réouvrir mes horizons, réouvrir cette espèce de canal qui m'apportait un peu plus de joie parce que je me voyais en France un peu malheureuse, en fait. Mais tu sais, le Québec, la façon avec laquelle on nous le présente quand on est en France, d'abord, c'est un pays qui fait tout pour t'attirer. Donc, il y a comme une campagne d'attraction assez sévère. Là. Je veux dire, tu marches dans le métro, tu vois que des affiches pour venir t'installer ici. Donc, c'est une tentation. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada collabore avec ses communautés francophones accueillantes pour aider les nouveaux arrivants francophones à se sentir chez eux dans leur nouvelle communauté. Venez réaliser votre projet de vie en français au Canada. En réalité, je sais que c'est plus complexe. Après 12 ans ici, il y a même un côté un peu naïf des immigrants que de croire que l'affiche qui est sur le site du ministère de l'Immigration avec la fille voilée, le monsieur noir avec son afro, c'est ça qui reflète la société. En fait, c'est ce côté très
inclusion, mais libérale, c'est-à-dire inclusion de façade, je dois le concéder. Il m'a touchée parce qu'en France, on n'a même pas la possibilité de se voir, en fait, dans une fausse affiche. Je veux dire, on n'est pas là. On n'est pas là, on ne peut pas se voir, on ne peut pas se retrouver. Et donc, je suis attirée aussi par cette possibilité-là. Quand je viens pour une année, je fais ma maîtrise en géographie. J'analyse tous les espaces de la ville, je passe mon temps à me balader dans cette ville, je découvre le quartier portugais, l'installation des Chinois, des Juifs. Donc je vois qu'il y a comme une potentialité qui s'offre aux autres, entre guillemets, qui est vraiment différente de la France. Je sens que cette ville peut m'appartenir beaucoup plus que Paris. Et je me rappelle marcher dans les rues de Paris au retour, et je me dis, j'adore cette ville, c'est une ville magnifique, mais elle ne peut pas m'appartenir à moi. Elle appartient à d'autres. Tu sais. Il y avait une désillusion, ouais, vis-à-vis de la France. C'était très dur de partir parce que c'est un pays que j'adore et que j'avais une grande passion pour la langue et la culture française. Mais finalement, c'était comme une peine d'amour. J'ai vécu une peine d'amour. Pour sortir de la France, j'ai dû faire un deuil. Un deuil de cette histoire qui... J'aimais tant ce pays et j'aime encore, mais je veux dire, c'était très difficile par rapport à tous ces obstacles que j'ai dû faire face. Donc, je suis partie après 4 ans et demi, mais je connaissais absolument rien, absolument rien. J'avais personne ici. Je suis partie toute seule encore, donc c'est-à-dire reconstruire tout le réseau. En arrivant au Canada, à Montréal, j'ai cherché un emploi et je suis allée déposer mon CV au centre local d'emploi. Et par surprise et mon étonnement, c'était que j'avais pas compris les démarches à un moment donné et la personne a juste repris son explication très simplement en me disant « Il n'y a pas de problème, je vous réexplique ». Et elle a continué son discours et moi, je me suis dit « Ah, wow, la personne, elle n'a pas fait de la gueule, elle n'a pas fait de gestes comme si elle était impatiente. Donc, ça a été très naturel et moi, c'était un soulagement. J'ai même soupiré parce qu'en France, c'était toujours de devoir se battre ou de devoir prouver que ton opinion ou ton expérience, ton vécu, il est valide. Quand on fait l'immigration, il y a toujours la phase des 3 ans. La première année, c'est la lune de miel. Oh là là, tout est beau, tout est joli, tout est magnifique. Deuxième année, il y a des choses que tu commences à comprendre, des codes. Et la troisième année, c'est là que tu décides où tu restes, où tu pars. Ça fait depuis maintenant 10 ans que je suis là quand même. Donc je peux dire que je connais un peu le Québec, le Canada un peu moins. Et oui, il fait bon vivre, mais... On peut quand même avoir des maisons, on peut quand même avoir un boulot plus ou moins correct. Il y a quand même des possibilités. Et en France, on m'aurait jamais fait confiance. On m'aurait jamais donné même la chance de pouvoir montrer ce que je sais faire en fait. Et puis avec le temps, la réalité, j'ai vu que certaines problématiques arrivaient. Ce que je retrouve en France, arrivé à Montréal. À suivre sur Arte Radio et sur Radio-Canada Audio.